Sur les deux blasons de Joigny, l'ancien et le nouveau, figure le hibou Grand-Duc, qui a donné son nom au rocher surplombant le village. Pour la bonne raison qu'un couple y a souvent niché. J'y ai passé des heures, soir et matin, au pied, sur l'autre rive de la Meuse, espérant entendre les appels du mâle et satisfaction suprême, la réponse de la femelle, indiquant la possibilité de nidification. Un exemple d'appel du mâle. Quatre mois plus tard, le vol du couple et le chointement des jeunes. Et avec les moyens techniques de l'époque, un accouplement dans la pénombre. Depuis 2007, il n'y a plus de nidification de ce rocher. Remarquez la ligne à haute tension. La femelle, perchée sur le pylône, a été électrocutée au décollage. Ceci à cause de son envergure qui peut atteindre 1,80 m. J'ai prévenu immédiatement le regroupement des naturalistes ardennais, le Renard, qui a obtenu auprès d'EDF l'enfouissement prioritaire des lignes à haute tension sur le village. La ligne responsable de cet accident n'a pu être enfouie que quelques années plus tard, nécessitant l'intervention d'un matériel très spécifique. Ici, sur la petite route menant à Bonivre. Désormais, la fréquentation importante des points de vue des rochers fait que le hibou préfère les endroits où il trouve plus de quiétude. Cependant, pendant plusieurs années, il n'y a eu aucun couple sur le territoire du village. Fin septembre 2019, j'ai pu observer le couple sur le rocher, éloigné de plusieurs centaines de mètres de leur lieu de nidification. Comme pour fêter une année réussie, les jeunes étant autonomes. C'est grâce à son chant que l'on peut détecter la présence du hibou. Mais la possibilité qu'il a de tourner sa tête à 270 degrés d'un côté comme de l'autre rend sa localisation difficile. Cette année, en 2021, nous l'avions cru présent dans une petite gorge. Nous avons, 2 mois plus tard, découvert que son aire était éloigné de plus de 200 mètres. Une demi-heure avant le crépuscule, en ce début avril, nous repérons déjà le mâle. Nous ignorions que c'était la dernière fois. Le 25 mai, Damien le découvre mort, sans aucun doute, heurté par une circulation. Les phares lui auront été fatals. Nous savions, grâce au chointement, qu'il y avait 3 jeunes. Seule, la femelle serait incapable de les élever, c'est-à-dire les nourrir et apprendre à chasser plus tard. Une expérience similaire ailleurs qu'à Joigny, en 2008, où nous avions laissé faire la nature avec l'homme bien sûr, me revient à l'esprit. Aucun jeune n'avait survécu. Les circulations de véhicules la nuit, c'est l'homme. Oui, mais... Bon, c'est décidé. Nous allons aider en déposant, quand nous le pourrons, de la nourriture, selon ce que nous aurons. Avec un piège vidéo-photo, nous verrons ce qui se passe. Sans accident, 1 sur 3, voire 1 sur 2 jeunes
arrive à l'âge adulte. Alors ici, comment va réagir la femelle? C'est rassurant, elle appelle les jeunes. Seule, elle doit chasser, et donc laisser l'air sans surveillance. Quels stratagèmes et précautions nous avons dû déployer pour déposer, souvent de la viande pour animaux que nous avons achetés, ou des campagnols pris au piège par un ami. Ici, une proie capturée par la femelle. Après quelques minutes, les petits finissent par arriver. Un jour, en fin de matinée, elle vient à l'endroit où j'avais déposé la viande. Et non, aujourd'hui, il n'y a rien. J'y suis déjà venu plusieurs fois. Il ne faut se faire aucune illusion. Elle m'a découvert. Mais compte tenu des circonstances, accepté. Bien évidemment, elle continue de chasser. Plume de pigeon ramier et un merle. Pattes de bus variable ou voire de bus bondré. Et là, apparemment, une patte de corneille noire. Les jeunes apparaissent souvent sur le piège vidéo. Quelle envergure! Impressionnante. En juin, ils ont la taille d'un adulte. La mère amène une proie. Sans doute un merle. Ça ne semble n'intéresser qu'un des jeunes. Ou tout simplement, n'est-ce pas le dominant? Vu la grosseur, il s'agirait plutôt d'une corneille. Il ne devrait pas tarder à voler. Par précaution, j'ai déposé une proie à un autre endroit peu éloigné de l'air. Où il y a déjà une plumée de pigeons ramiers.
Les jeunes chointent pour se situer entre eux et se rassurer. Avant l'envol, ils sont encore très malhabiles. Quelle excitation pour l'arrivée de la mer! Première inquiétude. Dans la nuit du 7 juin, nous remarquons, en regardant plusieurs jours plus tard les vidéos, qu'il n'y a plus que de jeunes. Les hiboux grand-ducs sont capables d'avaler des proies entières, rongeurs ou oiseaux. D'où la nécessité de recracher ce qui ne peut être digéré, poils, os, plumes, etc. Ce sont les pelotes de rejection. Le contenu de ces pelotes de rejection nous permet de connaître ce que mange le hibou grand-duc. Et c'est très divers. Il faut de temps en temps apporter la nourriture recueillie çà et là, et en même temps en profiter pour retirer le piège photo. Surprise! Assez loin de l'air, un petit est couché sur le sol. Après avoir gonflé son plumage, il s'étale ensuite sur le sol comme pour dissimuler ce sur quoi il est couché. Je distingue nettement qu'il s'agit d'une proie. Et lorsqu'il se déplace, sans affolement, je découvre qu'il s'agit d'un reste d'un de ses frères ou sœurs. La prédation, elle, ne fait aucun doute. Il s'agit de l'œuvre d'un hibou grand-duc. S'il s'était agi d'un renard, il aurait emporté l'oiseau complet. Difficile à admettre. Mais était-il affamé et mort naturellement? J'espacerai mes visites jusqu'à ne plus m'y rendre début août, espérant que la femelle parviendra à nourrir seule. Ce qui est certain, c'est qu'au moins un jeune est parvenu jusqu'à l'apprentissage de la chasse mi-septembre, faisant entendre encore quelques rares chointements. Fallait-il le faire? Ne rien faire ou agir différemment?